Dans les classes où il y a, directement une dizaine de personnes intéressées, il y en a d'autres qui vont venir, aux semaines suivantes et des personnes auxquelles j'aurais absolument pas pensé. Des fois, à la fin du cours, il y a des élèves qui viennent me parler pour me dire, «Est-ce qu'on pourrait, parler de ci ou de ça, pour le prochain cours?» Donc ben, je personnalise en fonction des classes. J'ai vraiment compris que c'était quelque chose que je voulais faire et qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose autour de ça, en fait. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Toi qui écoutes ce podcast, et tu es peut-être jeune adulte ou bientôt adulte ou même très adulte, et bienvenue au club si c'est le cas, et tu as peut-être connaissance de ce qu'est le développement personnel parce que c'est une thématique qu'on entend de plus en plus venir et revenir sur le devant de la scène ces dernières années. Et à juste titre parce que je crois qu'on a tous un petit peu besoin de se développer personnellement et d'aller vers du mieux. La personne que je te présente aujourd'hui s'est rendue compte que le développement personnel pouvait vachement l'aider dans une situation qui était un petit peu complexe pour elle, qui a démarré en mars 2020 dernier. Je pense que cette date doit te dire quelque chose. Elle va te raconter un petit peu son parcours qui l'a menée à découvrir cette discipline hyper salvatrice pour elle et plus que ça à en faire son métier. Tu vas aussi pouvoir entendre son merveilleux projet qui est de rendre accessible et ludique cette discipline aux enfants et préadolescents d'un collège dans lequel elle travaille, parce que le développement personnel a malheureusement encore du mal à franchir les portes de nos écoles. Elle te racontera donc son expérience avec les enfants, ses anecdotes et les changements qu'elle aperçoit depuis le début de ce projet, et plein d'autres choses parce que c'est quelqu'un de très intéressant. Je te laisse avec Claire du compte Instagram Au Quotidien. It ain't over. It ain't over. It ain't over. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu les choses et nous raconter du coup en mars 2020 quelle était ta vie, où tu étais, qu'est-ce qui se passait pour toi? Ouais, alors du coup, en mars 2020, j'étais aux études, du coup j'étais en 2e année de licence de géographie, donc à Rennes et du coup le distanciel avait déjà commencé depuis un mois pour moi. Donc au final j'étais plus vraiment à Rennes, je restais du coup chez mes parents. Le confinement, je l'ai plutôt, assez bien vécu, en tout cas, en mars 2020, ça allait très, très bien pour moi parce que, avant tout ça, je faisais énormément d'allers-retours entre, aller à Rennes, aller chez moi, aller, un peu partout ailleurs. Ce qui fait que, c'était un peu compliqué à gérer et en fait, j'ai pris vraiment ce temps-là comme temps pour me reposer, pour me calmer, pour me poser, pouvoir faire ce que j'ai à faire et ne plus forcément avoir besoin d'aller un peu partout, de devoir changer de maison, 3 fois par semaine. Donc c'est vrai qu'en mars 2020, l'annonce du confinement, je l'ai pas forcément mal vécu comparé à d'autres personnes. J'étais aussi dans un bon environnement qui faisait que, ça se passait bien pour moi, quoi. Après, en revanche, du coup, au niveau des cours, le problème qui s'est très, très rapidement posé, c'est que, aucun prof n'a pris le temps de faire de visio avec nous. En fait, on en avait un seul qui faisait des visios et il en faisait même pas toutes les semaines. Ce qui fait que, on a plutôt, bah, toute la promo a pas mal relâché le travail, et puis la fin de la 2e année de licence, faisait vraiment aucun sens pour nous étant donné qu'on n'avait vraiment plus du tout d'apport de travail, quoi. Et du coup, vu qu'on n'avait plus cet apport-là de travail, de la part, ben, de la licence que je faisais, hem moi, j'ai décidé de faire d'autres formations à côté et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment pris ce moment-là en mars 2020 pour, bon, OK, cette situation-là, elle arrive, mais comment est-ce que moi je peux la tirer à mon avantage? J'ai plus vraiment de cours à la fac, je peux plus forcément voir mes amis. Comment est-ce que je peux faire autrement pour que, bah, pour moi, ça aille bien, quoi? Donc voilà, en mars, pour résumer, je me suis vraiment un peu mis dans un cocon. J'ai pensé à moi, je me suis posée et j'ai fait une formation du coup, vu que j'avais plus ma formation de licence de géo, j'ai fait une formation en thérapeute en comportement cognitif, du coup complètement en ligne. Voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment la conjoncture qui a fait qu'à un moment tu as voulu te recentrer sur toi et que tu t'es dit ok, il faut que je trouve quelque chose pour aller mieux.
Mais du coup, quand tu as commencé du coup à étudier un petit peu la thérapie comportementale et cognitive, est-ce que tu as senti que tu étais en train de changer de carrière ou est-ce que réellement c'était uniquement pour ton apprentissage à toi dans un premier temps? Est-ce que tu avais cette notion-là de ok, peut-être qu'avant d'avoir commencé vraiment la géo, je vais l'arrêter pour autre chose? Alors du coup, non, en effet, tout s'est pas fait d'un seul coup comme ça. J'ai commencé en fait à suivre de plus en plus sur les réseaux sociaux des personnes qui parlaient de développement personnel, de bien-être, d'épanouissement. Et moi j'étais, depuis le début en fait, j'ai eu énormément de mal avec les études, énormément de mal à savoir ce que je voulais faire vraiment. J'avais déjà fait en fait, avant ma licence, une première année de BTS qui m'avait paru trop technique et que j'avais arrêté au bout d'un an. La licence m'allait, mais en revanche, je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir faire de ça après, professionnellement parlant, je veux dire. Ce qui fait qu'en me posant toutes ces questions-là, je suis tombée un peu sur tout ce contenu-là sur les réseaux sociaux. Du contenu qui maintenant se fait quand même beaucoup, hem, qui est du coup le développement personnel et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée depuis le début. Donc en fait, ça faisait des mois que je me renseignais déjà à propos de ce sujet-là et hem et que j'avais déjà lu des livres à ce sujet-là. Enfin, j'avais pas fait que de m'informer sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment allée beaucoup plus loin que ça déjà. Et donc, oui, je cherchais une formation, justement dans le but de peut-être, trouver quelque chose à faire pour l'année d'après, vu que c'était encore très flou pour moi. Je savais que je voulais pas finir sur la licence générale. Je me posais la question peut-être pour une licence professionnelle du coup, puisque en licence professionnelle, on fait que la troisième année et on rechoisit un peu notre thème de licence. On n'est pas forcément obligé de reprendre le thème qu'on avait avant. Donc je réfléchissais à tout ça et puis, je me disais en même temps: «Pourquoi pas commencer là-dedans?» Des premières formations, ça pourra déjà m'aider. Et puis du coup, en fait, il s'est vraiment avéré que la formation, m'a complètement transformée moi-même, hem et d'ailleurs, c'était le but, c'était ce que l'enseignant disait dès le début, en fait. C'est-à-dire que si on ne fait pas le travail sur soi-même, avant toute chose, on ne pourra pas le faire sur les autres et je débutais encore dans ce domaine-là, donc c'était quelque chose que je savais pas encore forcément, mais j'ai vraiment compris grâce à cette formation-là, en fait. Et donc non, au début, c'était surtout pour pouvoir faire quelque chose l'année d'après. Et puis ensuite, finalement, il s'est avéré que c'était plutôt une formation qui m'a transformée moi. Moi avant toute chose et pour l'instant, professionnellement, j'en ai pas encore fait, grand-chose. Et puis du coup, ensuite, c'est là que tout s'est vraiment goupillé et que j'ai vraiment compris que c'était quelque chose que je voulais faire et qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose autour de ça, en fait. Avant, j'en avais pas forcément encore trop conscience. C'était quelque chose qui me parlait, mais sans plus. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir, du milieu, de la formation, on va dire. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre réellement que d'une situation catastrophique pour le monde entier, euh, bah, on peut finalement en tirer quelque chose d'hyper positif, entre guillemets, pour soi, mais finalement qui sauve les meubles dans un premier temps, mais qui devient hyper positif. Donc du coup, ok, donc tu te lances dans cet apprentissage-là, pardon. Il y a une idée de transmission derrière. Comment ça s'organise dans les mois qui suivent ça? Comment est-ce que tu te mets en marche et vers quoi tu te mets en marche? Bah, en fait, j'ai envie de te dire par rapport à toute mon histoire derrière, enfin, j'ai pas du tout compris pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Je me suis dit: «Mais c'est quelque chose de tellement important de pouvoir se connaître, de savoir comment on fonctionne, de connaître nos croyances, de connaître nos peurs pour pouvoir travailler dessus». Que j'ai pas compris en fait pourquoi on n'en parlait pas, pourquoi on n'apprenait pas ça à l'école.
C'est quelque chose qui m'a paru tellement important et puis du coup, en fait, c'est de là qu'a commencé, mon cheminement. Je me suis dit: «Bon et bien, si personne ne le fait, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas?» À ce moment-là, en tout cas en mai 2020, c'était vraiment qu'une idée, très brouillon, mais en tout cas, plutôt révolutionnaire dans ma tête, on va dire. En tout cas, c'était quelque chose qui boostait bien mon énergie, c'était un beau projet. Et du coup, à ce stade-là, en mai 2020, en tout cas, je j'avais pas encore tous les outils pour ça. J'avais beaucoup d'idées, j'ai toujours beaucoup d'idées, mais pas encore tous les outils pour pouvoir les réaliser. Surtout que je ne savais toujours pas ce que j'allais faire l'année d'après, en fait. À ce moment-là, en plus, j'avais 2 jobs saisonniers, hem, qui se chevauchaient et donc j'avais plus forcément trop le temps de penser à ça. Enfin, si j'y pensais, mais en tout cas, je faisais autre chose et ça me permettait aussi de m'aérer l'esprit et puis de penser à autre chose. Hem de me laisser le temps en tout cas, de me laisser le temps de penser, de réfléchir. Ok, donc du coup, tu en es à l'étape de je me suis rendu compte que certaines choses n'allaient pas, je me suis pris des claques et je me suis aussi rendu compte que certaines choses qui me paraissent essentielles n'existaient pas. Et ce serait peut-être le moment pour moi de possiblement les mettre en marche du coup. Comment ça s'est passé pour ce projet-là? Est-ce que tu es passé par des phases de réflexion intense, d'écriture? Tu as eu besoin de le coucher sur papier? Est-ce que tu as dû rencontrer des gens à qui tu as pitché ton projet et qui t'ont dit dirige-toi vers telle ou telle personne? Comment ça s'est passé à partir du moment où tu t'es dit peut-être que les choses que je vois pas, je devrais les créer? En fait, faut savoir que, quand j'ai un projet en tête, j'ai toujours 36 000 idées qui me viennent dans la tête et j'arrive pas toujours à tout organiser. Ce qui fait que, j'ai souvent beaucoup de mal à passer de la pensée à la réalité, on va dire. Et donc à ce moment-là, je me suis dit: «OK, il va me falloir de l'aide parce que je sais pas du tout comment m'y prendre. Je sais pas comment faire. J'ai juste une idée de projet en tête et il va me falloir de l'aide». J'ai découvert sur internet qu'il y avait des licences professionnelles entrepreneuriat qui existaient. Donc en fait, j'ai fait tous mes dossiers d'inscription pour rentrer là-dedans et du coup, je suis rentrée en licence pro entrepreneuriat en septembre, 2020. Sauf que, qui dit licence professionnelle, enfin pas pour toutes, mais en tout cas pour celle-là, il fallait une entreprise à côté et c'était une alternance. Donc il fallait que je cherche une entreprise. Je savais pas trop où chercher, j'étais un peu perdue, sachant qu'il y avait pas mal de choses qui me correspondaient pas trop, qui étaient plutôt de la communication, du marketing, qui n'était pas forcément ce que je voulais faire et ce que je savais faire aussi surtout puisque je venais d'une licence de géographie, donc j'avais aucune compétence là-dedans, ce qui était encore plus compliqué pour trouver une entreprise. En fait, du coup, de fil en aiguille, une personne de ma classe avait trouvé une entreprise en service civique. Alors je savais pas du tout que ça se faisait, mais du coup, j'ai cherché dans les services civiques et j'ai trouvé un service civique qui me plaisait dans un collège. Donc c'était un service civique où on devait, animer des ateliers pour les collégiens. Donc c'est ce que je fais actuellement. Simplement le service civique, ne prenait pas en alternance. C'était simplement un service civique et l'académie n'a pas voulu que ça se fasse en alternance avec ma formation, donc il a fallu que je fasse un choix. Donc j'ai abandonné, la licence pro pour ce service civique-là. À ce moment-là, j'avais encore plein d'idées en tête. Je me disais que pour le service civique, j'allais pouvoir, faire des ateliers auprès des collégiens justement sur des thèmes qui me tenaient à cœur comme la communication non violente, comme, des ateliers de parole et d'échange, autour des problématiques des collégiens. Donc par exemple autour du stress, autour de la confiance en soi et donc c'est pour ça que j'ai pris ce service civique-là et du coup, vu que j'avais plus ma licence entrepreneuriat, je me suis dit: «Bon, j'ai plus l'aide qu'il me fallait au niveau de mon projet d'entrepreneuriat, donc il faut que je trouve autre chose». Ce qui fait que, et ben, en fait, j'ai déboursé, de l'argent, en tout cas,
mes économies, mes petites économies d'étudiante pour faire une formation en ligne, une formation, de business, éthique, un business qui est complètement en raccord avec nos valeurs et donc j'ai commencé ça aussi en décembre, janvier 2021. Voilà, donc je fais les 2 en parallèle en ce moment et c'est vraiment cool parce que ça m'apporte vraiment un complément. J'ai autant de la théorie que de la pratique, au niveau du collège où du coup j'ai réussi à mettre en place tous ces ateliers-là, auxquels je pensais en novembre et qui sont du coup maintenant bien installés. Donc au final tout ça, ça s'est vraiment installé sur la durée puisque c'est un projet que j'avais depuis avril, mai 2020 et je trouve ça vraiment bien que j'ai pu, pour une fois, laisser le temps au projet de venir et de s'installer tout doucement. Au début, j'avais pas du tout d'idée comment faire. Avec le collège, ça a pu me donner des idées de ce que je voulais faire et ne pas faire. Et puis maintenant, j'ai complètement, commencé à créer, mon programme de formation, donc pour les étudiants. Et oui, je trouve ça vraiment bien d'avoir pu laisser le temps au projet, en fait, de s'installer puisque toute ma réflexion, elle s'est installée autour de ça. Et il y a un an, j'avais pas du tout les mêmes réflexions qu'aujourd'hui. Et donc il y a un an, j'aurais pas pu pondre ce projet-là que je suis en train de faire maintenant. Donc ouais, plutôt heureuse en fait d'avoir laissé le temps de faire les choses. Totalement, c'est hyper intéressant et c'est ça, je trouve, qui est hyper touchant dans ton projet, c'est que finalement, t'as pas un écart d'âge non plus qui est, bon, il est quand même suffisant pour que tu aies quelque chose à leur apporter, évidemment, mais il n'est pas non plus significatif, il n'y a pas une génération entre vous. Et du coup, il y a un peu cette notion de, moi aussi, quand j'avais votre âge, j'avais pas du tout le sentiment que ce qu'on me racontait, c'était vrai, mais je peux vous dire que ça peut se passer aussi de cette manière-là, quoi. Donc, je trouve ça hyper touchant. Du coup, pour être un peu plus concret, est-ce que tu peux, enfin un peu plus concrète en l'occurrence, est-ce que tu peux me raconter un petit peu en quoi consiste exactement ton travail avec les collégiens? Est-ce que ça prend la forme d'atelier? Est-ce que, voilà, comment ça se passe et comment tu diriges ça, comment tu proposes ça? Alors en fait, tout simplement au début, je suis passée dans toutes les classes de quatrième et de troisième pour leur proposer ce rendez-vous-là, donc toutes les 2 semaines et donc ça se fait pendant leur temps de permanence. Tout simplement, c'est un rendez-vous qu'on se donne pour parler de nos problématiques avec totale bienveillance. Donc, il y a vraiment des règles de groupe, qu'on se donne et qu'on respecte pour être sûr que chacun puisse parler en totale confiance, sans se prendre des reproches des autres, par exemple. Donc tout ce cadre-là qui est posé en amont est vraiment hyper important. Le fait que ce soit uniquement les élèves qui sont intéressés aussi et qui sont volontaires, c'est très important pour moi. Tout simplement parce que, ben, justement, de ce que je viens de parler, je pense qu'il faut laisser le temps au temps et s'il y a des élèves qui sont pas intéressés par ça, ça sert à rien de les amener là-dessus. Peut-être que plus tard ils le seront, peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de le faire uniquement avec ceux qui sont volontaires et qui ont envie de partager leurs problématiques avec les autres. Donc moi, ce que je propose, en fait, c'est tout simplement des groupes d'échange, maximum 10-15 personnes. Au début, je disais 5 et puis finalement, c'est vrai que les groupes de parole où on est un peu plus que ça sont vraiment beaucoup plus intéressants puisqu'on peut des fois aller plus loin dans les sujets puisqu'il y a différents apports de différentes personnes et c'est vraiment hyper enrichissant, hyper intéressant pour tout le monde. Donc tout simplement, en fait, au début de la séance, moi, je propose un thème. Au début, j'ai tout simplement, le 1er thème que j'ai donné, c'était tout simplement sur les objectifs de l'année, les fameux objectifs qu'on se donne au nouvel an, en se disant, «Ça y est, cette année, je vais tout déchirer, je vais faire tout ça» et puis, que finalement on interrompt, au bout de à peine 2-3 jours et donc ouais, le 1er atelier, c'était là-dessus. Donc en fait, ce que je proposais tout simplement, c'était de faire, que chacun prenne la parole tour à tour
et donc que chacun puisse s'exprimer sur l'objectif qu'il a en tête et que du coup après on puisse, prendre 5 minutes pour chaque personne pour parler de son objectif, pour lui donner des conseils peut-être ou, il y en a même du coup qui se sont mis avec des objectifs communs et qui du coup font ça ensemble pour se motiver, quoi. Et du coup, c'est vraiment à travers ces thèmes-là qu'on va, délier un peu les sous-thèmes, du stress, de la confiance en soi, de l'orientation. En tout cas, c'est ces 3 gros thèmes qui sont vraiment très, très présents au collège. Des fois, à la fin du cours, il y a des élèves qui viennent me parler pour me dire, «Est-ce qu'on pourrait, parler de ci ou de ça, pour le prochain cours?» Donc ben, je personnalise en fonction des classes, quoi. Et puis du coup, dans le collège où je suis, il y a des temps qui sont faits, pour, la médiation. Donc en fait, ce sont des cours de 1 heure, donc de temps en temps, c'est pas forcément toutes les semaines, mais qui sont gérés par des profs qui ont fait la formation médiation et qui, du coup, leur apprennent à gérer leurs émotions, à communiquer d'une meilleure manière et donc tout ça à travers d'ateliers, assez ludiques. Donc ça, j'y participe aussi après un peu plus, du coup, en mode, spectatrice. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a déjà des résultats quantifiables, mesurés, etc. sur le retour, entre guillemets, des ateliers que tu mènes toi, des ateliers de médiation, etc., sur une possible réduction peut-être de la délinquance dans ce collège ou un mieux-être ou des choses comme ça? Est-ce qu'on a déjà ce recul-là? Pas encore. Alors, avec mes élèves du coup de quatrième et de troisième, ce qui est assez marrant, c'est que je remarque, que dans les classes où il y a, directement une dizaine de personnes intéressées, il y en a d'autres qui vont venir, aux semaines suivantes et des personnes auxquelles j'aurais absolument pas pensé étant donné que, sont des personnes qui en général, font un peu leur loi dans la cour, font un peu le bordel, chahutent, enfin bref, c'est des élèves qui sont très remarqués et qui arrivent quand même, dans mon atelier et qui commencent à parler et en fait, on voit bien qu'ils ont besoin de ça, qu'ils ont besoin qu'on les écoute, qu'ils ont besoin de parler de tout ça et que là, au moins, ils se sentent compris. Je trouve ça absolument extraordinaire puisqu'on voit bien quand même, la différence, entre dans la cour, on va dire, leur comportement dans la cour et leur comportement dans l'atelier qui est complètement différent. Et puis aussi, il y en a qui viennent et qui veulent quand même rester observateurs, qui restent très discrets, qui restent assez timides, j'ai envie de dire, parce que, ils ont pas forcément envie de parler et c'est totalement OK aussi. À ces personnes-là, je leur reproche rien du tout donc en fait, c'est vraiment bien d'avoir un peu toutes ces personnalités-là qui se regroupent dans cette même classe, dans cette même harmonie, cette même bienveillance. Pour l'instant, du coup, enfin, en tout cas de vive voix, je n'ai pas forcément beaucoup de retours, de la part des élèves, mis à part les élèves qui viennent, assez souvent en fin de cours pour me demander de faire tel ou tel thème, pour la prochaine fois, quoi. Donc on voit bien en tout cas qu'ils sont contents de revenir à chaque fois. Et du coup en sixième, je trouve qu'il y a un peu plus de mal quand même à se mettre, dedans, étant donné déjà que là en sixième c'est vraiment, quelque chose d'obligatoire, donc toute la classe y va. Et aussi, ça dépend beaucoup de l'enseignant qui fait, l'atelier médiation du coup. Parce que du coup, étant donné qu'ils sont obligés et que des fois, ils ont un enseignant qu'ils n'apprécient pas forcément, eh bien, des fois, c'est un peu mal compris par les élèves de 6e. Ils ont parfois tendance à ne pas trop comprendre pourquoi ils font ça, à se dire, «Oui, non mais nos émotions, on sait bien, enfin, on sait ce que c'est, la tristesse, la colère. Donc, ouais, alors mis à part quand même que, on a des résultats fabuleux sur certains élèves et on arrive aussi mieux, nous aussi, à les comprendre à travers ces ateliers-là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour ce côté-là quand même. Ok, oui. Et puis en plus, tu me disais que du coup, tu as démarré les ateliers assez récemment, entre guillemets. Tu as commencé en novembre, quelque chose comme ça, je crois. Du coup, peut-être qu'il faut un petit peu plus de recul
au niveau de la temporalité, du temps passé et du nombre d'ateliers peut-être pour avoir ce genre de chiffres et de retours. Euh, je me posais une question, est-ce que tu as une espèce de double casquette du coup avec les ateliers que tu mènes, une sorte de double casquette qui te donnerait aussi l'occasion peut-être de faire remonter des points d'alerte ou d'amélioration ou des choses positives même euh, au corps enseignant, pédagogique, etc. Est-ce que tu as cette double casquette-là? Est-ce que tu fais remonter des infos ou est-ce qu'au contraire tu gardes le côté un peu intimiste et si pas d'urgence, je garde tout ce qu'on se dit et tout ce que les élèves me disent pour moi? Comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus? Alors justement, c'est une question qui est assez complexe puisque, en effet, je vais pouvoir aller, en parler aux enseignants ou quoi que ce soit si jamais je vois quelque chose d'assez inquiétant. J'essaye toujours d'instaurer une relation de confiance et donc je vais d'abord en parler à l'élève et puis je vais lui proposer enfin en tout cas je vais lui demander son accord. Je trouve ça intéressant de lui en parler déjà un peu plus individuellement puisque, Heu, dans les groupes, on ne voit pas forcément tout ce qui peut se passer et puis il peut, ne pas tout nous dire non plus. Si je peux voir qu'il est intéressé pour être accompagné, si il a envie que j'en parle à des adultes parce qu'il se sent coincé ou quoi que ce soit, bien sûr, là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller en parler, à un enseignant ou, au CPE, par exemple. Ce qui est assez complexe dans ce genre de situation, c'est que souvent l'élève ne va pas forcément vouloir en parler, à un enseignant ou quoi que ce soit. Alors à nous, il le dit bien parce que, je suis service civique, ce qui fait que, déjà le service civique est assez jeune et donc il y a un peu plus, ce rapport de confiance qui s'installe. Étant donné que je suis service civique et que je propose des activités qui sont un peu différentes de ce qui se passe dans le collège, en tout cas des cours, normaux quoi. Il y a un rapport qui peut s'installer qui est assez différent et moi du coup je sais pas forcément, toujours où me situer là-dedans, entre l'élève et l'enseignant puisque je suis ni enseignante, ni surveillante, ni quoi que ce soit. Donc c'est quand même une casquette qui est assez difficile à gérer. Mais après, moi je peux toujours essayer, en tout cas en fonction des situations, je peux toujours essayer d'aller convaincre l'élève, d'aller en parler, de lui montrer que c'est important, que sa voix est importante. Et j'ai encore eu le cas avec une élève cet après-midi, on a parlé pendant 1 heure sur la cour puisque j'avais vu qu'elle se sentait pas bien, donc je l'ai sortie d'études et on en a parlé pendant 1 heure. En tout cas, pendant toute l'heure, elle me disait qu'elle ne voulait pas aller en parler et puis, 2 heures plus tard, elle est allée voir, l'assistante sociale du collège. Donc, ce qui est quand même assez, assez prometteur quoi, assez cool. Enfin, en tout cas, moi, je me suis sentie utile du coup à ce moment-là, quoi. Après, c'est vrai que les cas sont tous hyper différents en fonction des élèves et donc faut vraiment gérer au jour le jour, au cas par cas, on va dire. Ouais, totalement, mais je me doute que c'était pas une question forcément facile, mais en tout cas, si elle pose des questions éthiques, en tout cas, je trouve que tu réponds avec, justement, avec vachement d'intelligence et d'éthique, quoi. Je trouve ça vachement bien et je trouve ça assez passionnant ce que tu mets en place. Tu me disais tout à l'heure que quand tu avais un projet en tête, en général, tu as plein d'autres ramifications de projets qui se pointent et que tu as du mal à rester hyper straight sur un truc en particulier, que plein d'autres idées te viennent. Est-ce que tu en as déjà d'autres qui te viennent sur ce projet-là? Est-ce que tu as eu une envie de le développer d'une manière ou d'une autre, peut-être auprès des facultés ou des étudiants en école sup ou des choses comme ça? Est-ce que ça existe déjà dans un coin de ta tête? Ouais, complètement. Je suis en train de mettre en place un programme, du coup, pour les étudiants, donc étudiants post-bac, que je vais proposer aux universités. Ça va être un programme qui va être en ligne et qui va leur permettre, en fait, de retrouver leur chemin, de retrouver leur place un peu dans le monde, de comprendre, qu'est-ce qu'ils font là et d'apprendre à se connaître aussi. Enfin, voilà, c'est un programme où je voudrais leur donner tous les outils, nécessaires et des outils très concrets, applicables, dans la vraie vie
pour qu'eux puissent mieux gérer tout ça, puisque je sais qu'en tant qu'étudiant, on est un peu dépassé parfois. Donc voilà le programme que je suis en train de mettre en place du coup. Donc pour l'instant, je vais vraiment m'axer, là-dessus, donc sur les étudiants, à bien fignoler, bien finir ce programme-là, pour pouvoir en fait, le présenter au plus d'universités possible pour que ce message-là, soit passé, vraiment, partout, que les étudiants en fait aient accès beaucoup plus facilement à ce type d'apprentissage, on va dire, qui pour moi est hyper important. Et si je le fais pour les étudiants pour l'instant, c'est tout simplement parce qu'avec, ma pédagogie, je m'oriente plus vers les étudiants, j'irai peut-être un peu plus tard vers le plus jeune public, mais pour l'instant, en fait, avec mon expérience du collège, je trouve ça quand même un peu plus compliqué, niveau pédagogie de trouver des manières plus ludiques, d'enseigner, en tout cas aux collégiens et aux primaires. Mais, le but dans le futur, c'est vraiment que ça aille jusque-là. Simplement, je me permets de commencer par les étudiants parce que, ma manière de parler, au naturel va mieux les correspondre à eux et ils vont mieux se repérer là-dedans, en fait. Et c'est vraiment un programme que je veux vraiment accessible au plus grand nombre parce qu'on sait que les formations de développement personnel, ça coûte mais un bras et les étudiants, ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas se payer ça. Donc moi je vais directement contacter les universités pour que ce soit elles, qui soient mes clientes et qui du coup puissent, gratuitement redonner les formations aux étudiants, en fait. Puis étant donné que c'est de là d'où je sors, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment le type de public que je veux toucher, en tout cas dans un premier temps. Je sais exactement, en fait, qu'est-ce qu'il leur faut. J'ai une meilleure vision avec eux du contenu que je peux faire et de tout ce que je peux leur apporter, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de commencer par des étudiants. En fait, étant donné que moi, j'ai énormément galéré à trouver ma place, à savoir ce que je voulais faire, à comprendre que c'était pas grave si je changeais d'orientation, que c'est ça que je veux leur transmettre en fait. C'est vraiment de donner tous ces outils-là qu'on ne donne pas et qui pourtant apprennent à vivre en fait. Et tu vois, c'est un projet qui avance hyper vite parce que c'est une idée qui m'est venue il y a 2 mois, même pas 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai déjà rassemblé du monde autour de ce projet-là. J'ai déjà pu en parler, j'ai vu qu'en effet, il y avait ce besoin qui était immense et je trouve ça encore plus, booster. Ça me donne encore plus d'énergie. Ça me donne encore plus l'envie d'y aller à fond, quoi, parce que, tous les gens que je rencontre et à qui j'en parle me disent que c'est une très bonne idée et que ça va pouvoir aider, en fait. Donc je me dis que c'est pas que dans ma tête et ça me donne énormément d'énergie pour la suite, quoi. Écoute, en tout cas, moi, je tenais à te dire que je trouve ce projet vraiment très beau, encore une fois hyper éthique. Je trouve que tu l'abordes de la manière la plus saine, simple, sincère et honnête possible. C'est quand même, je trouve que c'est un bonheur d'avoir des gens qui, comme toi, essayent de faire bouger un petit peu les lignes et voilà, essayent d'apporter un petit peu son aide là où on voit qu'il y a possiblement des manques. Donc, je trouve ça top. Voilà, bravo, vraiment. Je pense que c'est pas le premier ni le dernier bravo que tu auras parce que vraiment ton projet est très très doux et très très bien. Je trouve qu'il est très bien. Est-ce que tu as envie de nous raconter des choses? Est-ce que tu veux me raconter là où il faut qu'on te contacte? Est-ce que tu as un site, un Insta? Est-ce que tu fais tout sur ton compte Insta? Vas-y en mode free flow. Je te laisse la parole et tu nous racontes ce que tu veux, ce qui manque et voilà, ce qui te ferait plaisir de partager avec nous. Ouais, je voudrais vraiment, envoyer un message d'espoir pour finir, on va dire. Hem, un message d'espoir à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément bien dans leur basket ou qui savent pas forcément ce qu'elles veulent faire ou quoi que ce soit, qui sont pas bien dans leur boulot, par exemple.
Et vraiment de vous dire, ben, mais lâchez-vous les basques en fait, prenez le temps, sachez que de toute façon, les expériences que vous vivez là et que vous pensez complètement négatives, si ça se trouve dans quelques mois ou dans un an, et bien ça va vous servir pour bâtir quelque chose d'hyper grand et pour ça, vraiment, je vous encourage à vous lâcher les basques, à vous foutre la paix et hem et voilà, en tout cas, c'est le dernier mot que j'avais envie de dire. Pour me retrouver, ouais, ça va être sur Instagram, donc le Instagram, au quotidien avec le tiret du 8 devant au quotidien. Donc ça va être là-dessus et puis sur mon podcast, mais de toute façon toutes les infos pardon, sont sur le compte Instagram. N'hésitez pas à venir me parler aussi. Moi j'adore quand les gens viennent me parler, je trouve ça génial. On a des discussions, hyper cool, depuis que j'ai Instagram de toute façon, c'est génial à ce niveau-là. Donc voilà. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. Comme le dit très bien Claire, garde en tête que tes problématiques d'aujourd'hui feront peut-être ton projet de demain, et plus encore, est-ce que tes problématiques d'aujourd'hui en seront toujours dans 5 ans. Je te laisse méditer là-dessus, lâche-toi les basques et parle à Claire sur son Instagram _du8 au quotidien. Je te retrouve tout bientôt avec un nouveau podcast de la série LGBTQIA+, pour parler de transidentité avec une personne transgenre qui va te raconter son parcours avec toute sa sincérité et toute sa transparence. Bonne nuit.